Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve avec Pierre-Louis. Ah mais dis donc, on n'est pas un petit peu sous-ex là? Non, on est un peu bronzé surtout. On a gagné en bronzage, hein. Haha. Si vous voulez savoir ce que c'est, regardez la suite de la vidéo. Et nous revoici en intérieur. Wow, c'est incroyable, la magie du cinéma, on adore, du montage. Et aujourd'hui on se retrouve avec Pierre-Louis. Pierre-Louis, bonjour. Salut Vincent. Alors on dit photo ultraviolet ou ultraviolette? En ultraviolet. En ultraviolet. C'est plus simple comme ça, c'est la question. C'est vrai. Tout à fait, on adore. Et on va parler de quoi? On va parler de photos en ultraviolet. Alors, c'est quoi déjà la lumière ultraviolet? Alors, la lumière ultraviolet, c'est la base de la photographie en ultraviolet. Et physiquement, c'est une partie de l'onde lumineuse qui est située sous le bleu. C'est de la lumière invisible que l'œil ne peut pas percevoir, mais qui peut être captée et interprétée par un capteur d'appareil photo. D'accord, parce que les capteurs à la base, donc les capteurs numériques, sont plus sensibles que l'œil, c'est ça? Tout à fait. Ils ont une plage de sensibilité spectrale beaucoup plus étendue que l'œil humain. D'accord. Ils peuvent capter à la fois les ultraviolets et les infrarouges, en plus de la lumière visible. D'accord. Et donc, comment on fait en fait pour transformer le boîtier, puisque quand moi je prends une photo, elle n'est pas du tout en ultraviolet? En effet, de base, les appareils photo des fabricants ont un filtre devant leur capteur qui ne conserve que la lumière visible, parce que il n'y a pas besoin d'avoir plus d'informations que ce que l'œil peut percevoir sur les photos. Et ça permet aussi d'alléger le traitement des photos au niveau de l'appareil photo. Donc la première étape pour que l'appareil photo puisse capter les ultraviolets, c'est d'enlever ce filtre. Donc il faut ouvrir l'appareil photo, arriver jusqu'au capteur, retirer le filtre. Une fois que cela est fait, le capteur est sensible à la fois aux ultraviolets et aux infrarouges, en plus de la lumière visible. Et donc, dans un second temps, vu que nous sommes en photographie ultraviolette, nous allons conserver uniquement la radiation ultraviolette. D'accord, donc on va l'isoler en mettant du coup un filtre, c'est ça? Tout à fait, un filtre que l'on vise devant l'objectif, comme n'importe quel filtre optique, et qui ne va laisser passer qu'une fenêtre d'ultraviolet. Donc les deux étapes à suivre, c'est d'abord d'ouvrir toute la sensibilité du capteur pour ensuite ne garder que la partie qui nous intéresse. Du coup, si on fait ça, par contre, si on fait cette opération d'enlever le filtre qui est devant le capteur, on va condamner l'appareil photo à faire que des photos spécifiques. Oui et non. On va dire que l'appareil photo va être dédié à la photographie en infrarouge ou en ultraviolet, mais pourra quand même réaliser des photos classiques si on choisit un filtre qui reprend les spécificités du filtre que l'on a enlevé devant le capteur. Et encore une fois, ça nous oblige à toujours utiliser un filtre pour le type de photo que l'on veut utiliser, ce qui n'est pas forcément pratique. Ouais, ça rajoute des étapes pour prendre des photos. Et d'ailleurs, ce genre de filtres, on les trouve dans des boutiques spécialisées d'astronomie, dans des revendeurs. C'est un marché de niche, vraiment. Ouais. Il y a très peu de fabricants de filtres. Il doit y en avoir 3 ou 4 pour l'infrarouge et 2 pour l'ultraviolet. En général, on trouve des artisans qui assemblent du verre Scott eux-mêmes, donc c'est une marque de verre scientifique, et qui font des combinaisons eux-mêmes, qu'ils mettent dans un filetage et qu'ils vendent sur eBay par exemple. D'accord, faut pas s'étonner si c'est des prix un petit peu élevés. Très élevé. Par rapport à un filtre neutre classique par exemple. Et du coup, les photos UV, elles ont un rendu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rendu des couleurs? Est-ce que les lois d'exposition sont gardées par rapport aux photos en lumière visible? L'exposition sur les réflexes est mesurée à l'aide d'une cellule qui est calibrée sur la lumière visible. En ultraviolet, cette cellule va subir un shift car elle n'est pas calibrée avec cette longueur d'onde. Oui. Pour réaliser une mesure cohérente, il va falloir passer par le live view, où cette fois-ci ce sera le capteur qui fera la mesure d'exposition. Et vu que le capteur est sensible aux ultraviolets, la mesure d'exposition sera plus cohérente avec ce que l'on demande. Une petite remarque sur la sécurité, ne jamais mettre l'œil dans l'œilleton une fois un filtre UV mis devant l'objectif. Pourquoi? Parce que seule la lumière ultraviolette passera à travers le prisme et arrivera à l'œil. Or, l'œil n'est pas sensible à l'ultraviolet et donc l'iris ne se fermera pas et prendra toute la radiation ultraviolette dans l'œil. C'est ce que l'on peut subir lorsque l'on regarde une éclipse quand le soleil réapparaît. Donc, toujours utiliser le live view en ultraviolet. D'accord. Et pour le rendu des couleurs, du coup En termes de couleur, il faut savoir que la notion de couleur telle qu'on la connaît en visible n'a plus rien à voir en ultraviolet. Déjà, la notion de couleur pour l'ultraviolet n'a pas trop de sens, vu que l'on est dans un spectre invisible à l'œil nu. Donc on ne peut pas
imaginer un rendu de couleur dans l'invisible. Les couleurs que l'on va pouvoir voir sur les photos sont une interprétation du capteur qui va justement interpréter la lumière ultraviolette à sa surface et l'appliquer dans le domaine RGB de sa matrice de couleurs. D'accord, donc c'est une retranscription finalement de cette radiation que nous de toute façon on ne peut pas voir. Et c'est du coup très intéressant parce que ça nous permet de voir entre guillemets une autre type de lumière, Tout à que ce fait. soit en infrarouge ou en ultraviolet. Effectivement, on est dans l'interprétation, dans la révélation d'une réalité alternative qui existe, mais à laquelle l'œil n'est pas sensible. Voilà, donc c'est pas juste un virement au noir et blanc ou au sépia. Donc c'est un effet qui n'est pas reproductible avec Photoshop. C'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant. En sachant aussi que le rendu des couleurs et des contrastes est dû aux propriétés de la matière à réfléchir plus ou moins les ultraviolets. Et ça aussi, le fait de reposer sur les propriétés et les matières des objets nous permet d'offrir des paysages en UV ou des portraits totalement originaux. Voilà, un rendu unique, c'est qu'à nous dire. Et d'ailleurs, si vous voulez en voir plus sur les portraits en ultraviolet, donc Pierre-Louis a fait une exposition, une série de portraits à la lumière du soleil, que vous pouvez retrouver bien sûr sur son site. C'est ça. Et du coup, sur tes photos, on voit un rendu de la peau assez hors norme, avec notamment des taches. Alors, à quoi c'est dû tout ça ? Encore une fois, c'est dû aux propriétés de la peau vis-à-vis du rayonnement ultraviolet. Il faut savoir que le rayonnement ultraviolet, qui est émis principalement par le soleil, a un effet mutagène sur la peau et est à l'origine du bronzage ou de complications plus ou moins graves, des brûlures et autres, suite à une exposition trop importante. Pourquoi ? Parce que ces radiations vont pénétrer dans la première couche d'épiderme de la peau et vont permettre de réfléchir des taches ou des signes du vieillissement qui sont invisibles à l'œil nu, car présents sous la peau visible que l'on a. Et donc les portraits en ultraviolet permettent de retranscrire toutes les taches existantes sous la peau, tous les signes de vieillissement, soit dus par l'âge, soit dus par l'environnement, donc le soleil, le vent, qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui sont présents et qui vont apparaître, ou non, pas obligatoirement, un jour. D'accord, donc on peut dire que c'est une machine à prévoir le temps, en quelque sorte. Hein. C'est incroyable. D'accord, et du coup, si on fait un portrait en ultraviolet et qu'on met de la crème solaire, qu'est-ce qui va se passer ? Pour la crème solaire, ou pour toutes les crèmes cosmétiques qui ont un effet de protection ultraviolet, ces crèmes vont absorber les UV afin que ceux-ci n'atteignent pas la peau. Ainsi, en photographie, les matières qui absorbent la lumière sans la réfléchir apparaissent noires. C'est ce qui va apparaître avec les portraits de personnes ayant mis de la crème solaire. La crème solaire qui est invisible parce qu'elle est absorbée par la peau une fois appliquée, sera toute noire. D'accord. Parce qu'elle absorbe les ultraviolets. Ce qui prouve que nos chers fabricants de crème solaire ne se moquent pas de nous, que ça marche vraiment. Je n'ai pas testé toutes les crèmes solaires, mais j'espère. On est sponsorisé par Nivea. Alors du coup, pour revenir un petit peu au côté pratique de la chose, pour l'exposition des photos, comment on fait parce que les sources de lumière, elles sont pas toutes chargées en UV. Donc comment on fait pour exposer correctement une image du coup ? La principale source de lumière UV que l'on a, c'est le soleil. Donc le plus simple quand on veut faire de la photographie en ultraviolet, c'est de sortir avec son appareil photo un jour très ensoleillé et très chaud, où l'indice UV est très élevé. D'accord. Tout en se protégeant soi-même, bien entendu. Ensuite, étant donné que le soleil à son zénith n'est pas la source de lumière la plus agréable pour un portrait, elle crée quand même des ombres très dures, des portraits très contrastés, on peut soit utiliser des réflecteurs pour adoucir les ombres, soit une troisième solution est d'utiliser une source ultraviolette artificielle. Voilà, on ne parle pas là de tubes néons pour le bronzage qui eux sont très nocifs pour les yeux et qu'il ne faut surtout pas utiliser de photos. C'était le conseil prévention du jour, après la crème solaire. On parle de sources d'éclairage qui incluent dans leur émission de lumière un petit peu d'ultraviolet. La majorité des flashs émettent de l'ultraviolet en quantité plus ou moins importante en plus de la lumière visible. L'intérêt d'émettre beaucoup de lumière visible et un peu d'ultraviolet au niveau de la sécurité des yeux, c'est que l'œil va se fermer et va empêcher les UV d'atteindre la rétine. Alors que si on avait une source d'UV pure, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'œilleton de l'appareil photo,
l'œil prendrait toutes les radiations en ayant l'iris ouverte. Donc c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'on peut disposer les sources d'éclairage beaucoup plus facilement autour d'un modèle, justement pour que les ombres soient atténuées suivant l'orientation. D'accord, donc du coup on va déboucher cette fois la lumière non pas avec un réflecteur mais avec des flashs. Avec des flashs, tout à fait. On parle ici de flashs, comme des flashs Cobra, où l'on va retirer le cache en plastique à leur extrémité pour que le flash soit mis à nu et pour que les UV qu'il émet puissent sortir en plus de la lumière visible. D'accord. Il faut savoir que tous les flashs n'émettent pas d'UV forcément, il faut faire des tests. Comme pour les objectifs compatibles avec l'ultraviolet. D'ailleurs oui, alors est-ce qu'il faut des objectifs en particulier pour Oui, tout à fait. transition Effectivement, les objectifs récents ont tous un traitement de surface contre les rayures, contre les flares et contre les UV. Ce n'est pas un problème dans la photographie classique, étant donné que, encore une fois, les capteurs ne captent pas les ultraviolets nativement dans les boîtiers du commerce. Ici, il va falloir trouver une solution, donc soit utiliser des objectifs spécialisés qui sont conçus plutôt pour le domaine scientifique, où les lentilles sont faites en quartz, D'accord. qui laisse passer beaucoup plus d'ultraviolet que le verre classique utilisé dans les objectifs, soit une solution moins onéreuse, parce que là on parle quand même de 5 à 6 000 euros par objectif. Voilà, hein. Trouver des vieux objectifs avec une formule optique plus simple, c'est-à-dire moins de lentilles dans l'objectif et moins de traitement de moins surface. de traitement, ok. Du coup, plus de système d'autofocus, on va devoir faire la mise au point en live view avec ce genre d'appareil photo. Et comment on fait ? Parce qu'il y a toute une démarche. Tout à fait. Vu qu'on est sur des objectifs uniquement manuels en termes de diaph et en termes de mise au point, on va devoir faire la mise au point au live view. En sachant que le diaph étant fermé, on aura encore moins de lumière qui atteindra le capteur et donc l'image au live view sera plus sombre et donc sera plus Surtout si on fait du studio, si on part du principe qu'on fait du studio, que c'est de la lumière artificielle, ça va être des flashs, donc au départ il y aura vraiment zéro lumière ambiante en UV. Effectivement. Donc ça sera tout simplement tout noir. Là, il existe une solution qui est d'utiliser des lampes torches avec LED UV, donc ce sont des lampes torches qui ont un faisceau très fin mais très puissant qui n'émet que de l'ultraviolet, que l'on va pouvoir utiliser pour éclairer le sujet le temps de la mise au point. Une fois que la mise au point sera faite, on éteint la lampe torche et on déclenche les flashs. Vu que nous sommes sur une émission de lumière UV pure, il faut que le sujet ferme les yeux, absolument, durant la mise au point. Oui, durant la mise au point. Et ce genre de lampe, ça s'achète dans le commerce C'est encore une fois assez spécialisé. En général, ces lampes sont utilisées dans le milieu bancaire pour voir si les hologrammes des billets sont bien présents et si on n'a pas affaire à des faux billets. Donc on peut les trouver en général sur internet, encore une fois on peut tout trouver sur internet, soit sur eBay, soit sur Amazon. Il n'y a pas vraiment de revendeurs connus et spécialisés dans ce type d'éclairage. Du coup, cette pratique c'est intéressant parce que ça nous permet en fait de nous ouvrir à d'autres horizons en termes de radiation, parce que voilà, on ne se limite plus qu'au visible grâce aujourd'hui à la technologie et aux capteurs modernes. Et ça nous permet donc d'avoir une approche totalement différente de la photo et donc très originale. Tout à fait. Et du coup, est-ce que pour les gens qui nous regardent, qui aimeraient bien se mettre à la photo en UV, tu as des conseils, des liens vers les articles, etc. Oui, alors il y a très peu de documentation sur internet. Moi-même j'ai expérimenté pendant quelques mois avant de trouver un matériel et un rendu qui me convenait. C'est vraiment une niche quoi, pour le coup. Tout à fait. J'ai rédigé 5 articles pour le fabricant de filtres Colorivision qui sont en anglais, mais qui sont facilement compréhensibles. Google Translate, hein, qui sont vraiment une introduction en termes matériel et traitement pour cette pratique. Ça résume ce qu'on s'est dit là au niveau du matériel et ça donne des liens et des références matérielles plus précises pour débuter dans la pratique de ces techniques. D'accord. Eh bien écoute, merci à toi. Merci Vincent. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre ton travail ? On me retrouve principalement sur mon site internet, donc plferrer.photo, où je propose mon portfolio, mes séries et des liens vers mon blog, où j'écris des billets d'humeur, des billets techniques. Sinon sur Facebook, PLF Photographie,
et Instagram également. Allez liker tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour de folles aventures. Salut à tous. Salut. Incroyable, on adore. J'espère. Enfin.